Monsieur le Président de la République, merci de votre visite à Nice. Je ne dirai pas ce qu'il m'avait été confié de vous dire pour introduire cette table ronde qui sera animée dans quelques instants par le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Monsieur Bernard Kleinhoff. Je veux vous souhaiter, au nom des Niçoises et des Niçois, au nom des Azuréens, d'abord la bienvenue, vous dire combien nous sommes fiers et honorés de vous accueillir. Depuis maintenant 4 ans, vous gérez notre pays, vous l'administrez avec une crise, des crises sans précédent sur la planète. Vous êtes aujourd'hui le capitaine qui tient la barre d'un navire et qui la tient ferme et bon et qui permet de démontrer que la France, sur la scène internationale, réussit à préserver des équilibres précaires, à préserver en même temps une cohésion économique et sociale dans notre pays qui est si essentielle. Au milieu de tous ces combats, là où dans quelques semaines, vous essaierez d'amener les grands de ce monde à de grandes décisions au G20 à Cannes, en même temps, vous vous souciez au quotidien de cette justice sociale, de ce pouvoir d'achat, de cette cohésion sociale dont sont si épris les Françaises et les Français, pour ne laisser personne sur le bord du chemin, que vous ayez choisi Nice pour y développer et débattre de votre politique d'emploi, d'insertion, de formation, et plus particulièrement en faveur des jeunes, que vous ayez pris le temps ce matin d'aller à la rencontre de chacun des acteurs, qu'ils soient ceux des collectivités, qu'ils soient ceux de l'entreprise, qu'ils soient ceux de nos centres de formation et de l'éducation nationale, entouré par notre ministre de l'Éducation, Luc Châtel, de la formation et de l'apprentissage, Nadine Morano, démontre en tout cas à quel point vous êtes attentif au sort de chacun, combien vous voulez relever ces défis de l'avenir, à la fois pour permettre à cette planète, pour permettre à la France d'occuper la place qu'elle est, et en même temps ne rien lâcher dans notre pays au moment où les choses sont si difficiles. Que ce soit à Nice que vous ayez choisi aujourd'hui d'adresser ce message est une immense fierté pour tous les acteurs que nous sommes. En tout cas, en ce qui me concerne, avec mon équipe municipale, avec l'équipe de la communauté urbaine de Nice-Côte d'Azur, à laquelle vous venez ce matin annoncer une grande nouvelle avec en main le journal officiel de la République, je veux vous dire toute notre reconnaissance et notre estime, et plus encore, Monsieur le Président de la République, qu'ici personne ne vous fera défaut dans tous les défis qu'il vous appartient de continuer à relever pour que la France reste une grande nation et qu'elle sache répondre aussi à l'attente de chacun de ses enfants. Merci, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, en ma qualité de président de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur, vous m'avez fait l'honneur de me permettre d'animer cette table ronde. Ma double expérience d'industriel implanté à Carros, au cœur de notre opération d'intérêt national Ecovalais, ajoutée à un court passé d'enseignant en lycée professionnel, ont pu conduire à ce choix pour être l'animateur de cette séquence et je vous en remercie. Le sujet de notre table ronde est l'éducation et l'insertion professionnelle des jeunes. Il m'appartient, avant de vous en proposer le déroulé, de vous faire part en quelques mots de mes réflexions sur ce sujet. Notre Chambre de commerce et d'industrie est consciente que notre avenir et celui de notre pays passe par la place des jeunes dans notre société. Elle s'est, à ce titre, depuis de nombreuses années, investie dans les domaines de l'apprentissage, qui répond d'une part à un besoin direct des entreprises et d'autre part à l'insertion des jeunes dans la vie active grâce à des compétences et des métiers. Je souhaite rappeler qu'au niveau national, le réseau des chambres de commerce et d'industrie est le second opérateur de formation après l'éducation nationale. J'en citerai un exemple, la convention signée il y a quelques jours par les ministres Xavier Bertrand et Madame Morano avec André Marcon, président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, concernant la mise en place de développeurs de l'apprentissage. C'est dans cet esprit qu'à Nice, nous portons au cœur de l'Ecovalais un projet ambitieux de campus de l'apprentissage, dont la démarche s'inscrit dans le cadre des investissements d'avenir pour mettre en œuvre un programme pédagogique permettant de soutenir des filières économiques stratégiques
pour les entreprises, pour le territoire et pour la France. Nous organisons aussi la nuit de l'orientation qui permet à 2500 visiteurs d'être en face à face avec des chefs d'entreprise qui leur présentent la réalité du terrain. Nous organisons avec l'Association des partenaires pour la promotion de l'industrie méditerranéenne les rencontres de l'emploi industriel en partenariat avec les lycées professionnels et l'éducation nationale, qui consistent une fois encore, pour des futurs diplômés, à être en face à face avec les patrons qui seront bientôt leurs employeurs. Le tout accompagné, bien sûr, d'une participation active aux actions et événements du mois de l'apprentissage chaque année au mois de mars. Le futur de nos enfants, dans leur épanouissement et dans leurs emplois, que ce soit avec notre casquette de parents ou de responsables économiques, doit être le fil conducteur de nos actions, avec en parallèle le souci constant de la conservation et de la protection de la qualité de vie et de l'environnement. Les acteurs économiques au nom desquels je m'exprime aujourd'hui vous sont reconnaissants d'avoir choisi notre territoire pour venir nous témoigner tout l'intérêt que vous, et à travers vous l'État, portez à ce sujet. Pour nous situer, avant de vous proposer le déroulé de cette table ronde, je voudrais vous donner 4 chiffres qui concernent notre territoire. Les Alpes-Maritimes, c'est 240 000 jeunes de moins de 20 ans, c'est 30 000 étudiants et presque 7 000 apprentis, avec un taux de chômage des jeunes qui, bien que toujours très élevé, est nettement inférieur au taux national. Mais avec malgré tout des métiers et des emplois qui ne trouvent pas preneurs, comme par exemple pour nous dans l'hôtellerie, le tourisme, le bâtiment ou l'industrie manufacturière. Pour répondre à toutes ces interrogations, je vous propose que nous abordions cette table ronde autour de 3 thèmes. Le premier étant la réforme des lycées professionnels, puis nous parlerons du permis citoyen, si vous en êtes d'accord, et enfin de l'apprentissage. Je vous propose, Monsieur le Président de la République, si vous en êtes d'accord, d'ouvrir cette table ronde. Donc je reviens à notre premier thème, la réforme des lycées professionnels. Nous allons avoir, si vous en êtes d'accord, 2 intervenants. Monsieur Hervé Beauvais, proviseur depuis la rentrée 2007 du lycée général technologique et professionnel Pierre et Marie Curie à Menton, qui a axé son travail sur l'ouverture du lycée à l'environnement économique local et international et sur la création de liens avec l'enseignement supérieur. Puis mademoiselle Manon Casteux, jeune bachelière diplômée d'un bac professionnel en hôtellerie au lycée Paul Augier de Nice, qui nous fera part de ses expériences et de ses projets. Monsieur le proviseur. Monsieur le Président, bonjour. Le lycée Pierre et Marie Curie de Menton a mis en œuvre la rénovation de la voie professionnelle maintenant depuis 3 ans. Je souhaiterais, Monsieur le Président, vous présenter plus particulièrement 2 points de la rénovation professionnelle autour desquels le lycée Pierre et Marie Curie a développé des actions. Tout d'abord, l'élévation du niveau de qualification et ensuite l'insertion professionnelle. Concernant l'élévation du niveau de qualification des jeunes, qui est mis en œuvre dans l'établissement par la proposition de parcours scolaires et de projets personnalisés, notamment dans le cadre de l'accompagnement personnalisé. Ainsi, et très concrètement, c'est à l'issue de repérages, je pense à des journées d'accueil, au conseil de classe, à des rencontres parents, professeurs, à la mutualisation d'informations par et pour les équipes pédagogiques via un espace numérique de travail. On propose des projets personnalisés de réussite éducative et du tutorat. Je pense, si vous me permettez, Monsieur le Président, de vous dire un mot sur Julie, 16 ans, qui est début septembre a refusé son affectation d'orientation en fin de 3e sur les métiers de la restauration. Pourtant, elle l'avait choisi quelques mois auparavant. Elle s'est retrouvée donc au mois de septembre sans solution. Elle est alors invitée à une journée d'accueil collectif pour les élèves sans solution de fin de 3e. Journée collective pilotée par l'inspection académique et organisée dans chaque bassin d'éducation et de formation. Là, elle est reçue par un chef d'établissement et une conseillère d'orientation psychologue. Le jour même, elle a été reçue par le chef des travaux et les enseignants du lycée des métiers de l'enseigne et de la signalétique pour une présentation des ateliers et des particularités de cette section. Elle a immédiatement été prise en charge par un tuteur et s'est vue proposer un parcours personnalisé de réussite éducative. Alors aujourd'hui, Julie, on peut dire à le sourire, est une élève heureuse qui a des résultats scolaires et qui lui permettent en tout cas de se projeter
dans un parcours scolaire qui était inenvisageable 2 mois auparavant. On peut dire aujourd'hui que l'accompagnement personnalisé pour Julie a su apporter, comme d'autres, des réponses adaptées à des besoins particuliers qui sont quelquefois momentanés. On peut dire que l'accompagnement personnalisé a fonctionné dans ce cas comme une prévention du décrochage scolaire et a permis également pour Julie une élévation de son niveau de qualification. Si vous me permettez, j'aborderai le deuxième point, l'insertion professionnelle. Au lycée Pierre et Marie Curie de Menton, on a instauré et cultivé une passerelle entre le système éducatif et le monde professionnel que nous pourrions illustrer par une opération qu'on a intitulée le Challenge Comet. C'est une opération où l'entreprise, on peut dire, vient chercher l'excellence au lycée professionnel. Alors on a d'un côté une entreprise, l'entreprise Comet, qui est une filiale du groupe Elio GDF Suez, avec un chiffre d'affaires de plus de 11 millions d'euros et qui est spécialisé dans toutes les solutions énergétiques. Et puis de l'autre côté, le lycée Pierre et Marie Curie, qui propose un parcours de formation dans le cadre du lycée des métiers, parcours de formation autour de l'énergie et du développement durable. On est aussi parti d'un constat, 40% des personnes de l'entreprise, du personnel de la Comet étaient recrutés parmi les élèves du lycée Pierre et Marie Curie. Donc il y a une relation bilatérale qui s'est instaurée et on a des professionnels qui interviennent régulièrement pendant les cours, expliquer les enjeux du champ professionnel et du monde de l'entreprise, et des stages sont proposés aux élèves. Et c'est pour ça qu'on a souhaité aller un peu plus loin en créant le Challenge Comet. Et ce sont donc les élèves de bac professionnel, énergétique, électrotechnique, qui, à l'issue de leur stage, présentent leur dossier de stage en entreprise devant un jury de professeurs et des cadres de l'entreprise. Et là où on a essayé de rendre la chose un peu valorisante, c'est-à-dire qu'à l'issue de ce challenge, le lauréat a un contrat avec l'entreprise Comet. Donc après la présentation de ces quelques actions, je me permettrai, Monsieur le Président, de vous poser une question. Quel bilan tirez-vous de la rénovation de la voie professionnelle au niveau national aujourd'hui? Merci. Je vais, si vous en êtes d'accord, Monsieur le Président de la République, laisser la parole à Manon Casteux, qui est une jeune diplômée bac professionnel du lycée Paul Augier de Nice en restauration. Manon. Bonjour Monsieur le Président, et messieurs, mesdames. Alors je me présente, je m'appelle Manon Casteux, j'ai 18 ans et j'habite à Mandelieu. Donc j'ai découvert la restauration par le biais de stages au collège et j'ai voulu rentrer au lycée hôtelier Paul Augier pour son image et sa réputation. Donc les métiers du service m'ont attirée tout particulièrement parce que j'aime vraiment beaucoup le contact avec la clientèle. Et de plus, le fait d'avoir un métier me permettant de pouvoir voyager et de découvrir de nouvelles cultures m'a réellement séduit. Donc j'ai eu mon bac professionnel, donc hôtelier Nouvelle Réforme. Donc en alternant cours pratiques et cours théoriques, j'ai acquis de nombreuses connaissances. Et de plus, avec mes 22 semaines de stage, j'ai pu vraiment avoir une vraie expérience professionnelle. Je suis désolée, je suis un petit peu impressionnée, alors je bafouille un peu. On ne s'en était pas rendu compte. Merci. Donc avec la réputation du lycée Paul Augier, j'ai pu effectuer mes stages donc, dans de très grands établissements et j'ai rapidement trouvé du travail. D'ailleurs, je viens de terminer ma saison d'été qui s'est déroulée à la Bastide de Tourtour, donc un très bel établissement. Donc j'ai pris beaucoup d'assurance depuis 3 ans et je pars pendant... J'ai pris donc beaucoup d'assurance depuis 3 ans et d'ailleurs je pars pendant 1 an aux États-Unis pour travailler dans l'hôtellerie et pour perfectionner mon anglais afin de rentrer en France, travailler à Nice avec cet atout-là en plus. Donc pour conclure, mes études et mon métier vont me permettre de voyager et c'est mon principal objectif. Ils m'ont permis de découvrir un métier, de pouvoir rentrer plus facilement dans le marché du travail. Donc, pour terminer, Monsieur le Président, donc j'ai une question. Alors, quel regard portez-vous sur le parcours d'insertion des jeunes issus des lycées professionnels et que faire de plus pour faciliter cette insertion? Bon, c'est vrai que tu as pris de l'assurance. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui serait capable de faire
un exposé aussi précis. On a tout compris ce que tu nous as dit. Et surtout, on a compris que tu étais une jeune femme passionnée qui était prête à se donner au maximum pour ce nouveau métier et qui voulait réussir sa vie. Exactement. Être indépendante, être autonome et se réaliser. Si j'ai voulu venir ici à Nice, merci cher Christian pour cet accueil tellement amical, c'est parce qu'il faut, au point où nous en sommes, que tous les responsables aient le courage de dire la vérité aux Français. Il y a de l'espoir pour tous les jeunes. Mais cet espoir passe par le travail et par la formation. Il ne passe pas, cet espoir, par l'assistanat et par le nivellement. Tout jeune, quel que soit son statut social, sa région d'origine, les malheurs ou les difficultés qu'il a connus dans sa vie, peut s'en sortir. Tous, absolument tous. Je sais qu'on disait à l'époque que l'objectif, c'était 80% d'une classe d'âge au niveau du bac. Je n'ai jamais repris cet objectif pour une raison simple, c'est que quand j'entendais des gens dire ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font des 20%? Ils n'en parlent pas? On les gâche? Ils n'ont pas d'avenir? On les laisse tomber? Le seul objectif moralement acceptable et économiquement crédible, c'est 100% des jeunes avec une formation adaptée à sa personnalité et à son parcours. C'est le seul objectif possible. Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale, et Nadine Morano, la ministre en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage, sont à mes côtés. Qu'est-ce qu'on a voulu faire avec la réforme du lycée professionnel? Une chose très simple, et je le dis aux jeunes qui sont parmi nous, on a d'abord voulu donner une égale dignité entre la formation générale et la formation professionnelle. Nous sommes un pays où chacun réclame le droit à l'égalité. Et parfois, on en voit qui réclament, qui ont déjà tellement de droits qu'on se demande pourquoi ils réclament encore. Mais il y a des gens qui souffraient de véritables injustices et qui ne réclamaient pas et dont on ne parlait pas. Et c'est, de mon point de vue, l'ensemble des familles et des lycéens en filière professionnelle. Le bac pro était l'oublié systématique de toutes les réformes de l'éducation nationale, centrées exclusivement sur le bien-être et l'avenir de la filière générale. Nous avons mis en œuvre, en 2009, si mon souvenir est exact, la réforme du lycée professionnel, qui, tenez-vous bien, concerne 700 000 élèves, c'est un tiers des lycéens de France. Il n'y a pratiquement pas eu un mot dans les médias de cette réforme du lycée professionnel, qui est la réforme qui est passée, peut-être, je parle sous le contrôle de Luc Châtel, en qui j'ai grande confiance, qui est peut-être la réforme la plus importante que nous ayons mis en œuvre dans l'éducation nationale. Peut-être la plus importante. Elle est passée dans l'indifférence absolue des élites qui s'intéressent prétendument tellement à l'éducation nationale. À croire que les 700 000 élèves du lycée professionnel ne sont pas dans l'éducation nationale. Donc on a fait cette réforme. Donc, encore une fois, mais personne n'en a entendu parler. Ça, pas de manifestation, pas de protestation, l'indifférence.
Et nous avons voulu redonner de la dignité à cette filière, à niveau égal de diplôme. L'accès à l'emploi est 2 fois plus facile pour les apprentis, pour les filières professionnelles, que pour les filières générales. Ça, quand même, rien que cela, on devrait mettre cette filière en exergue de toutes les réformes. Qu'est-ce que sont les jeunes qui viennent en bac pro? C'est des jeunes qui veulent un emploi, qui veulent se réaliser dans leur vie et qui, soit par goût personnel, soit parce qu'ils ont une histoire personnelle plus difficile, ne se sentent pas à l'aise dans l'enseignement général. Ben, tout le monde ne peut pas faire Polytechnique, l'ENA, le lycée Henri IV. S'il n'y avait que ceux qui font ces écoles qui avaient le droit d'être insérés dans la vie professionnelle et d'être heureux, ça fait peu de gens heureux, hein. Je rappelle qu'on est plus de 65 millions d'habitants. Donc, qu'est-ce que nous avons décidé? D'abord, nous avons voulu élever le niveau de qualification. Dans le monde qui est le nôtre, tout jeune peut s'en sortir à une condition, qu'il ait un niveau de qualification le plus élevé possible. Tout ce qui vous amènera sur le monde du travail, sur le marché du travail, avec une qualification élevée, c'est du temps gagné. Ceux qui n'ont pas de qualification auront plus de difficultés pour s'en sortir. Le fait de savoir parler anglais, le fait d'être formé, d'avoir un bac pro, ou d'avoir un CAP, ou d'avoir un BTS, c'est la clé pour rentrer sur le marché du travail. La clé absolue. Il n'y a pas d'autre solution. Nous avons prévu dans la réforme du bac pro 2h30 de soutien individualisé par semaine pour chaque lycéen. Pourquoi? Parce que vous comprenez, dans le bac pro, il y avait plus de décrocheurs que dans les autres bacs. Et avec ce soutien personnalisé de 2h30, ceux d'entre vous, Manon, qui ont des difficultés, on peut les soutenir. Et enfin, on a voulu mettre un terme à une bizarrerie. Quand vous faisiez un bac professionnel, ça durait 4 ans, hein, n'est-ce pas, monsieur le proviseur? Alors que le bac général et le bac technologique, c'était 3 ans. Pourquoi fallait-il 4 ans lorsqu'on était en bac pro pour avoir le même diplôme et 3 ans pour les autres? Ça n'avait pas de sens. C'était à proprement parler une profonde injustice. Eh bien, tenez-vous bien, les chiffres, nous en disposons. Par rapport à l'année dernière, nous avons 40 000 bacheliers en plus. Je crois qu'on a 172 000, Luc, c'est bien ça, bacheliers bac pro, c'est 40 000 de plus que l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du saut qualitatif. Le bac pro, maintenant, est vécu comme une filière d'excellence. Ce n'est pas la filière où on met les jeunes dont on ne sait pas quoi faire. Alors, il y a un point qui est extrêmement important quand vous avez parlé de l'exemple de cette jeune fille, auquel Luc Chatel comme moi nous tenons beaucoup, c'est la possibilité de changer de filière. Mais écoutez, ils ont entre 15 ans et 18 ans. Enfin, qui peut demander à un jeune de 15 ans, de 16 ans, 17 ans de faire un choix définitif? C'est une injustice, c'était une injustice profonde. Le changement de filière, je vous le dis, c'est un droit, ou alors c'est pas la peine de parler d'orientation. Tout ce que je pourrais faire pour soutenir la démarche du ministre de l'Éducation nationale, pour revaloriser le bac professionnel, nous le ferons, nous l'avons fait, nous le mettons en œuvre, mais je veux que chaque lycéen qui rentre dans la filière bac pro pour 3 ans se dise « j'ai choisi une filière service à la personne, mais je peux changer pour aller dans une autre filière. » Ce n'est pas un drame, comprenez-moi, de changer d'avis. Ce n'est pas un drame de changer de filière, parce que ça vous a permis de voir que ce n'était pas la bonne filière,
qu'elle ne vous correspondait pas, et trouver une autre. J'ai vu ce matin un jeune qu'on avait mis dans une filière commerciale, il ne se sentait pas et préférait la filière comptabilité. Mais le fait de changer de filière n'est pas un échec, c'est au contraire la compréhension qu'on est dans une voie qui ne vous correspond pas et qu'il y a d'autres voies qui peuvent mieux vous correspondre. C'était une injustice. Quand vous pensez, un lycéen en lycée général, on ne lui demande pas de se connaître son métier, le choix de son métier, dès la 3e. Pourquoi un lycéen en bac professionnel, on devrait lui dire, dès la 3e, c'est ça et c'est rien d'autre. Non mais que ceux qui ont une vocation. J'ai vu une jeune fille qui découpait des patrons et elle m'a dit « j'ai toujours rêvé de faire ça ». Tant mieux, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir un enfant qui a une vocation si précoce. Donc vous voyez, 3 ans pour le bac pro, 2h30 de soutien personnalisé par semaine, une égale dignité pour les filières. Chaque filière doit pouvoir conduire au même diplôme par des voies différentes. Il y a ceux qui sont capables d'être ingénieurs horticoles parce que ce sont, en matière de géométrie et d'algèbre, des gens fantastiques, et puis il y en a d'autres qui sont capables de devenir ingénieurs horticoles parce qu'en apprentissage, en savoir-faire, en intelligence de la main, ils sont plus forts que les autres. Eh bien, les deux doivent pouvoir être des ingénieurs. D'ailleurs, quand on s'occupe des jardins de la ville de Nice, est-ce que c'est pas mieux d'avoir l'intelligence de la main que l'intelligence de l'algèbre? C'est à débattre. Voilà ce que nous avons voulu faire. Donc, 172 000 jeunes, 40% de progression, Manon, d'une promotion. Et d'ailleurs, pour la première fois cette année, le nombre de jeunes au niveau du bac est à 71% et demi, alors qu'on plafonnait depuis des années à 65%. Mais pourquoi plafonnait-on? Parce qu'on n'avait pas la diversité des filières. Et je veux dire aux jeunes qui sont ici, comme aux jeunes qui nous écouteront à travers ce que les médias voudront bien dire de ce que nous discutons aujourd'hui, qu'il n'y a pas une seule filière d'excellence, qu'il doit y avoir des filières d'excellence pour tous ceux dont l'ambition est d'être excellents, qu'on peut réussir sa vie en bac pro, qu'on peut réussir sa vie par l'apprentissage, que tout le monde n'a pas besoin d'être bac plus 18 dans des matières dont par ailleurs dans sa vie professionnelle il ne se servira plus jamais. Voilà pourquoi c'est un enjeu majeur qu'en tant que président de la République, je m'investisse à ce point dans la filière professionnelle. Parce qu'en général, on aime mieux aller au lycée Henri IV pour voir ceux qui font cagne et hypocagne. C'est parfait, mais c'est une infime minorité. Alors, j'ajoute pour terminer que je pense à ceux qui sont en CAP, qui sont 120 000 cette année, 20% de plus qu'en 2008. CAP, bac pro, BTS, apprentissage, même combat. Il y a 2 filières d'excellence, une filière pro et une filière générale. Mais ceux de vos enfants qui choisiront la filière pro et la filière apprentissage, sachez qu'ils auront 2 fois plus de chances que les autres d'être insérés dans le monde du travail. Enfin, vraiment un dernier point, je remercie Luc Chatel. L'insertion professionnelle doit devenir une mission centrale de notre système éducatif. Qu'on arrête de me dire qu'il y a une opposition entre la culture générale et l'insertion professionnelle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr que la culture générale, c'est indispensable, ça fait partie de l'insertion professionnelle, mais les professeurs, les enseignants auxquels je veux rendre hommage doivent comprendre que tous leurs lycéens ont vocation à s'insérer dans le monde du travail et que l'insertion professionnelle, ce ne sont pas des gros mots. Ça doit devenir le quotidien. Nous l'avons fait, Luc, avec l'université. Ça a été un fameux combat que de se souvenir, que d'obtenir que l'université, dans ses missions, mette l'insertion professionnelle. Mais je souhaite clairement que le sujet ne soit pas tabou dans le lycée
et que la question de l'insertion professionnelle, Manon, de tous nos lycéens soit clairement posée. C'est une des missions de notre lycée. Si vous mettez vos enfants dans un lycée, c'est pour, bien sûr, les préparer à devenir un citoyen, bien sûr leur faire acquérir un socle de compétences communes, mais aussi parce qu'un jour, ces jeunes construiront leur vie, et pour construire leur vie, ils ont besoin d'une insertion professionnelle. Donc voilà pourquoi, Manon et Monsieur le Proviseur Beauvais, ma présence ici à Nice, au chevet du bac pro, qui est vraiment la filière d'avenir et la filière d'excellence pour nous, était à ce point importante à mes yeux. Merci, Monsieur le Président de la République. Le deuxième sujet que nous vous proposons, qui a trait directement à la citoyenneté, touche, au travers d'un exemple, au permis citoyen. L'intervenant que nous vous proposons pour présenter ce dispositif de permis citoyen est M. Nizar de Roisy, qui a bénéficié de ce dispositif avec la mission locale de Nice. Nizar. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Roisy Nizar, j'ai 23 ans, je suis né à Nice et y habite. Grâce au dispositif du permis citoyen créé par la mairie de Nice, j'ai obtenu mon permis de conduire. Ça va faire bientôt un an, enfin dans quelques semaines. Pour vous résumer rapidement ce qu'est le permis citoyen, c'est un échange. Je devais faire 50 heures de bénévolat dans une association à but non lucratif. En échange, on versait une bourse de 650 € à mon auto-école. Et cet argent servait donc à financer mon permis. Excusez-moi. Ce qui est positif dans ce concept, c'est qu'il faut s'engager dans une association à but non lucratif et s'y faire accepter. Dans mon cas, c'est l'association Elle des Moulins, dans le quartier des Moulins de Nice. Cette association aide les personnes étrangères, notamment les femmes, en leur proposant des cours pour apprendre à lire et à écrire le français, des cours de code de la route et des sorties culturelles des gardes d'enfants. De mon côté, j'ai passé mes 50 heures de bénévolat à faire des petits travaux dans cette association. Aujourd'hui, j'ai obtenu mon permis et j'ai de plus découvert une association. Seul problème, il faut que j'attende 2 ans de permis pour pouvoir travailler dans les entreprises de transport, logistique et tout ça. Mais grâce au permis citoyen, ça va le faire doucement, au fur et à mesure du temps. Excusez-moi, je suis désolé. Excusez-moi. Non, pourquoi tu es désolé? Pas bien. Juste une question que j'aurais à vous poser. Comment faire pour développer des idées comme le permis citoyen et encourager ce genre d'échange, aider un jeune en échange de son engagement dans le bénévolat? Monsieur le Président, cette émotion d'un jeune citoyen devant vous nous prouve que l'implication dans la citoyenneté, c'est quelque chose qui marche. Oui, enfin, ne me mettez pas seul Non. impressionnant, parce qu'il y a le cadre, il y a le public. Je ne suis pas seul avec Nizar. Bon, l'initiative de la ville de Nice, Christian, est remarquable. Pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes ne peuvent accéder à l'emploi parce qu'ils n'ont pas le permis de conduire. Est-ce que vous savez que chaque année, il y a 1 500 000 candidats au permis de conduire? C'est parce que tout le monde n'a pas la chance d'habiter dans une ville avec des transports en commun. Et comment fait-on pour aller prendre un emploi ou suivre une formation quand on se trouve éloigné entre le lieu de travail potentiel et le lieu où l'on habite? Le permis de conduire, 1 500 000 candidats chaque année. Le prix moyen, enfin, pour celui qui n'a qu'un échec, parce que c'est dur le permis de conduire. Je ne sais pas, Nizar, où vous en êtes? Vous l'avez eu? Du premier coup? Non. Ah bon? Non, je ne veux pas être indiscret. Bon. Non, mais bon. Non.
Mais si vous avez au deuxième coup, c'est quand même une dépense de 1 500 € en moyenne. Comment voulez-vous qu'un jeune qui débute dans la vie, qui n'a pas de formation, qui cherche un emploi, qui cherche un stage, qui veut s'en sortir, qui ne reste pas chez lui à attendre que ça passe, comment voulez-vous qu'il puisse y arriver si on ne lui donne pas le coup de main pour passer le permis de conduire? Alors, Christian et la municipalité, je vous en remercie, mais ça veut dire aussi que tout ne peut pas se faire au sein de la seule éducation nationale. L'éducation nationale, les lycées, doivent s'ouvrir aux autres partenaires, les collectivités territoriales, les entreprises. Là encore, le lycée est un lieu de vie, mais pour qu'il soit un lieu de vie, il faut que les partenaires extérieurs puissent être à l'intérieur. On ne peut pas cloisonner le lycée. J'étais très heureux tout à l'heure au lycée professionnel de voir des représentants d'entreprises qui étaient comme des poissons dans l'eau au sein du lycée. Parce qu'un lycée professionnel sans entreprise, mais quel est son avenir? Un lycée qui n'a pas de contact avec les entreprises de la ville, du département ou de la région, comment les lycéens vont-ils trouver des stages? Comment les lycéens vont-ils trouver des maîtres d'apprentissage? Comment vont-ils être insérés? Cette vision d'une éducation nationale qu'on devait protéger du monde extérieur, mais je croyais que l'éducation nationale servait à préparer les jeunes au monde extérieur. Comment préparer les jeunes au monde extérieur si ceux qui les préparent restent en vase clos? Et c'est là encore où le lycée professionnel est à l'avant-garde des réformes voulues par Luc Châtel. Vous devez vous ouvrir. Écoutez l'époque où on parlait, dès qu'un chef d'entreprise mettait le pied dans un lycée, on parlait de marchandisation de la culture et de l'éducation. C'est une époque révolue. Hein? On a bien déboulonné les statuts de Staline. On peut peut-être déboulonner les verrous qu'il y a dans nos têtes sur des questions aussi importantes que celles de l'insertion professionnelle. On devrait se réjouir, Nizar, que des entreprises viennent dans les lycées pour vous rencontrer, pour vous proposer des stages, pour vous proposer des contrats, pour vous connaître, pour vous repérer, pour orienter, pour aider vos enseignants à faire la meilleure formation professionnelle. Mais c'est ça l'avenir de l'éducation nationale, l'ouverture, pas la fermeture. Et de la même façon, aux collectivités territoriales. Quand la municipalité de Nice vous subventionne votre permis de conduire, la municipalité permet ainsi à la région ou à la ville d'avoir un taux de chômage des moins de 25 ans moins important qu'ailleurs. Alors, de surcroît, dans cette démarche, et je vous le dis aussi très franchement, j'aime la contrepartie. On vous paye votre permis, mais vous devez 50 heures à des associations. C'est un système gagnant-gagnant. Ce n'est pas un droit. Et c'est pour ça que ça a du prix, Nizar. C'est parce que justement, vous le méritez par votre travail, par les 50 heures d'engagement que vous avez proposées en échange de ce permis. Ce n'est pas simplement parce qu'on a 18 ans tout d'un coup qu'on a le droit à avoir un permis gratuit. C'est parce qu'on a 18 ans, parce qu'on a besoin du permis et parce qu'on va donner ces 50 heures à la collectivité publique. C'est comme ça qu'on forme des citoyens. Et les 50 heures que vous avez réalisées au bénéfice d'associations ou des autres, ça compte autant que le permis de conduire que vous avez obtenu. La société ne peut fonctionner que dans une logique de droit et de devoir, pas dans une logique « j'attends que tu me donnes » et j'oublie même de dire merci, justement parce que ça n'avait pas de prix. Je crois qu'il est très largement le temps de remettre un certain nombre de valeurs fondamentales sur le devant de la scène. Le permis gratuit n'est pas un dû. C'est parce que Nizar Deroisy a travaillé 50 heures que la collectivité lui donne ce coup de main. Il l'a mérité.
et parce qu'il l'a mérité, parce qu'il l'a payé aussi avec sa sueur, il a tout fait pour le réussir. Est-ce qu'on peut penser qu'on aurait le même taux de réussite si c'était un guichet ouvert, sans obligation et sans contrainte? Qui peut croire ça? Enfin, dernier point, le service civique. Ça a été un fameux débat. Ça a été est-ce qu'il fallait le rendre obligatoire? Est-ce qu'il fallait une protection sociale? Est-ce qu'il fallait une rémunération? Jean Leonetti s'en souvient très bien. Il y avait des partisans de toutes les thèses. Et puis finalement, je me suis résolu à un système basé sur le volontariat avec montée en charge progressive. Il y a 2 ans, on a testé 10 000 jeunes en service civique. Cette année, 15 000. Je crois que l'année prochaine, on est à 25 000, si mon souvenir est exact. Alors, je veux être très franc avec vous. Il y a 700 000 jeunes dans une classe d'âge. Mais comprenez bien que le service civique, pour être utile, il doit y avoir un double volontariat. Le volontariat du jeune qui va donner pendant 9 mois à la collectivité son sens de l'engagement, mais également le volontariat de l'association ou de l'organisme qu'il reçoit. On ne peut pas obliger une association à recevoir un jeune si elle n'en a pas envie, si elle n'en a pas besoin et si elle n'est pas prête à l'accueillir. Et donc je préfère une montée en puissance. Enfin, 25 000, c'est quand même pas rien. Hein. Jean Leonetti, qui est ministre des Affaires européennes, le sait bien. Il y a une partie de ces jeunes qui vont partir à l'étranger. Mais l'aventure, elle peut être aussi d'aider les personnes sans domicile fixe sur le territoire national, d'aller à la rencontre de l'extrême pauvreté. Il n'y a pas besoin de partir systématiquement à l'autre bout du monde pour découvrir un intérêt ou des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans sa vie quotidienne. Voilà. Et le fond de ce qu'on veut faire, c'est de développer l'engagement. Au fond, le message aux jeunes que je voudrais développer, c'est écoutez, franchement, vous avez fait le tour des faux emplois dans l'administration, des faux stages, des fausses promesses. La meilleure façon de réussir sa vie, c'est de la prendre en main soi-même. C'est votre vie, ce n'est pas celle des autres. Et qu'il me soit permis de vous le dire vraiment à Manon comme à Nizar et à tous les autres. Ne laissez personne renier vos ambitions. Ayez des grandes ambitions pour vous. Mais dites-vous bien que c'est vous qui réaliserez ces ambitions, ce n'est pas les autres. La société, les adultes, nous, on peut vous accompagner, on peut vous aider, mais on ne peut pas remplacer la volonté qui doit être la vôtre, pour votre vie, pas celle du voisin, la vôtre. Et tout ce qui peut être fait, qui vous met face à cette responsabilité pour vous accompagner, on doit le faire. Tout ce qui vous fera penser que la vie est facile, qu'il n'y a pas besoin de se donner du mal et qu'on peut rester assis, que ça bougera et que tout s'arrangera, ça, franchement, il faut arrêter tout de suite. Parce que finalement, on protège trop les jeunes à un moment de la vie et ensuite on les laisse tomber quand ils viennent dans la vie adulte. Et ils sont tellement surpris de découvrir que la vie adulte ressemble si peu à ce pourquoi nous aurions dû vous préparer. Responsabilité, mérite, travail, engagement, voilà la clé pour réussir. Ça, c'est la politique que nous voulons mener pour les jeunes Français. Et ça, quel que soit votre âge, quel que soit votre milieu, quelle que soit votre région, vous aurez une chance de vous en sortir. Mais personne ne pourra le faire à votre place. Et je veux m'inscrire en contradiction frontale avec le discours qui a été si souvent développé toutes ces dernières années. J'ai des droits, peu importe que je m'engage. Je ne me bouge pas, ça va s'arranger. J'attends que ça passe. Non. Avec ça, on va à la catastrophe. Voilà. Et ça, c'est vraiment tout le sens de l'engagement qui est le nôtre. Donc, j'admets bien volontiers que ce n'est pas le discours de la facilité. Hein. Je vous le dis. Mais croyez-moi, pour notre pays comme pour vous,
Il n'y a pas d'espoir dans le travailler moins, dans le se former moins, dans le moindre effort, dans l'absence de responsabilité, dans l'absence d'évaluation et dans la facilité. Au bout de la facilité, il y a l'impasse. Au bout du travail, il y a la récompense. Et ça, je vous assure que ce n'est pas une affaire de gauche, de droite, de jeunes, de vieux, d'époque nouvelle ou d'époque ancienne, c'est une affaire éternelle. Si vous voulez vous en sortir, personne ne vous empêchera de vous en sortir. Et nous, on est là pour vous aider. Mais personne ne vous donnera l'envie si vous ne l'avez pas. Ça, c'est votre problème. Voilà. Et tous les dispositifs mis en œuvre doivent être organisés autour de cette logique. Et il n'y a pas d'exception à cela. Je vous remercie, Nizar. Le troisième sujet, Monsieur le Président de la République, de notre table ronde est l'apprentissage, celui peut-être que je connais le mieux, puisque moi je suis le produit d'un parcours classique, mais j'ai la chance d'avoir un fils qui a fait ses études supérieures en apprentissage et en alternance. Nous vous proposons des intervenants qui sont Madame Eliane Kotler, vice-présidente de l'Université Nice-Sophia Antipolis, en charge des études et de la vie étudiante depuis 2005 et directrice du service de formation continue. Puis ensuite, mon collègue Jean-Pierre Galvez, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Alpes-Maritimes depuis 2010, qui est gérant de la société Kennedy Coiffure et qui, lui, à titre personnel, a formé 18 apprentis depuis 1997, et emploie actuellement 2 jeunes en contrat de professionnalisation et un jeune en brevet de maîtrise. Madame Kotler. Monsieur le Président, bonjour. Le terme d'apprentissage a longtemps été associé au CAP et au BEP. On voyait bien ce que pouvait être une apprentie coiffeuse, un apprenti plombier. On voyait moins bien ce que pouvait être un étudiant apprenti. Les choses ont bien changé, puisqu'aujourd'hui, des formations en apprentissage sont proposées par les universités. À l'université Nice-Sophia Antipolis, on a compris depuis longtemps l'intérêt que présente l'alternance. On a même été pionnier en région PACA en la matière. Dès 1991, on a offert des formations en apprentissage qui, depuis, se sont développées à tous les niveaux et dans des secteurs très divers. Par exemple, en 2 ans, on peut préparer un DUT informatique en apprentissage. En 5 ans, on peut préparer un diplôme de master sur la gestion de l'environnement et le développement durable. C'est même notre plus ancienne formation en apprentissage, qui avait certes un nom différent à l'origine, mais qui a évolué. On peut même introduire, et c'est plus original, de l'alternance dans une licence générale. C'est d'ailleurs ce que nous faisons dans une licence qui forme à la gestion des ressources humaines. En tout, nous offrons à présent 30 diplômes dans lesquels des étudiants passent la moitié de leur temps en entreprise et l'autre moitié à l'université. Ces formations apparaissent aujourd'hui comme l'une des voies d'excellence de l'université. L'intérêt pour l'étudiant est très évident. Il voit tout de suite l'application pratique des contenus théoriques qui lui sont enseignés à l'université. Il acquiert une expérience professionnelle. C'est bien souvent ce que l'on demande dans les offres d'emploi, expérience professionnelle demandée. Cela déconcerte les jeunes fraîchement diplômés qui arrivent sur le marché du travail et qui, par définition, n'ont pas cette expérience professionnelle. De ce fait, le taux d'embauche à court terme est très élevé. Cela ne veut pas dire que le taux de réussite au diplôme le soit moins, bien au contraire. Alors que les jeunes cumulent cours à l'université sans que cette formation soit bradée et travaillent en entreprise à mi-temps. Donc c'est très lourd, mais il n'y a pratiquement aucun décrochage. C'est normal, la motivation de ces jeunes est très forte, la mise en pratique des contenus théoriques étant immédiate. Mettre sur pied ces formations ne va pas de soi. C'est même une entreprise très lourde. Cela suppose un vrai partenariat avec les entreprises. Ce n'est pas une mince affaire. Il faut discuter de choses très concrètes comme l'organisation de l'alternance, une semaine, ou 15 jours, 2 mois, 2 mois.
Bon, ça semble rien, mais cela donne lieu à des discussions parfois très longues. La démarche est donc exigeante pour l'entreprise comme pour l'université, mais le résultat est vraiment à la hauteur de l'investissement. L'enrichissement est réciproque. La rencontre des tuteurs en entreprise, tuteurs académiques, apporte beaucoup à chacun d'eux. Et ces partenaires qui se sont ignorés trop longtemps, à présent, se connaissent de mieux en mieux, s'apprécient. Nous comptons, bien entendu, sur nos partenaires institutionnels, dont certains sont présents autour de cette table, la Chambre de commerce et de l'industrie, la Chambre des métiers, mais aussi, bien sûr, l'Union patronale, l'UPE 06 en particulier, pour poursuivre nos objectifs de développement des formations à l'apprentissage. Monsieur le Président, si je puis me permettre une remarque et une question, je dirais que cette pédagogie a fait ses preuves en France, même si nous sommes encore très loin du niveau de l'Allemagne. Comment faire en sorte qu'elle irrigue mieux l'enseignement supérieur et d'une manière plus large notre système éducatif français? Je vous remercie. Merci. Jean-Pierre. Monsieur le Président, bonjour. Je précise que j'interviens ici en ma qualité de chef d'entreprise artisanale. J'exerce depuis de nombreuses années à Nice en tant qu'artisan coiffeur et actuellement j'exploite 2 salons de coiffure qui regroupent une dizaine de salariés. J'ai tout au long de mon parcours professionnel adhéré à la formation en alternance parce qu'elle présente pour nous, professionnels, l'avantage de former les jeunes et de transmettre les savoir-faire, gage de la pérennité de nos entreprises. En étant confrontés dans l'entreprise à diverses expériences, les jeunes en formation vont présenter également l'avantage d'être rapidement opérationnels et d'acquérir les qualifications nécessaires à l'exercice de leur métier. Qu'il s'agisse de contrats d'apprentissage, et comme le disait tout à l'heure le président Klenov, j'en ai formé 18. Certains sont des coiffeurs reconnus, d'autres ont monté leur propre entreprise, qui travaillent à Nice ou ailleurs. Qu'il s'agisse des contrats de professionnalisation. Et nous avons 2 contrats de professionnalisation aujourd'hui dans nos entreprises, issus du CAP pour aller vers le brevet professionnel, comme vous le savez, Sésame pour l'ouverture des salons de coiffure. Je considère que l'apprentissage ne peut s'affranchir d'une formation dans l'entreprise. En outre, les jeunes sont principalement motivés par la découverte d'une approche concrète du métier de la vie de l'entreprise. Cette motivation est renforcée par le fait que les contrats en alternance soient de véritables contrats de travail. C'est ce rapport avec la réalité économique qui explique que plus de 85% des jeunes qui ont suivi une formation en alternance trouvent un emploi à l'issue de leur formation. Je suis intimement convaincu que la formation de l'alternance est une opportunité pour les jeunes, mais également pour les entreprises. Et là, véritablement en tant qu'artisan, la transmission des savoir-faire est pour nous quelque chose de fondamental, parce que demain, comme vous le savez, nous allons passer le relais. Et il sera important d'avoir formé justement des jeunes au sein de nos entreprises pour pouvoir leur donner la clé de l'entreprise. Donc je suis un fervent défenseur de cette formation. Puisque j'ai l'honneur, Monsieur le Président, de pouvoir vous interroger, il y a 2 questions que je souhaiterais vous poser en ma qualité de chef d'entreprise artisanale, mais aussi en tant qu'élu du secteur des métiers. La première concerne l'orientation des jeunes, qui, malgré nos efforts et depuis de nombreuses années, connaissent plutôt mal les métiers de l'artisanat. Vous vous êtes fixé 800 000 apprentis à l'horizon 2015. Pour atteindre cet objectif, me semble-t-il, il faudra modifier en profondeur l'orientation des jeunes. Que pensez-vous faire, Monsieur le Président, pour nous permettre d'atteindre cet objectif et faciliter l'orientation des jeunes vers ces filières qui emploient? Ma deuxième question concerne les CFA et leur financement. L'objectif des 800 000 apprentis en 2015 va nécessiter l'agrandissement ou la création de nouveaux CFA.
Si pour le principal, le financement de ces structures relève du Conseil régional, nous souhaiterions que vous puissiez arbitrer la répartition de la taxe d'apprentissage. En effet, 3% de la collecte revient au CFA de l'artisanat, alors que le secteur forme à lui tout seul plus de 30% des apprentis. Pouvons-nous espérer, Monsieur le Président, que ces fonds collectés soient mieux orientés vers l'apprentissage des métiers? Je vous remercie. Oui, monsieur Galvez a raison. Monsieur Galvez a raison. Il y a une taxe d'apprentissage. On est typiquement les mauvaises habitudes parfois dans notre pays. Il y a une taxe d'apprentissage. Il y a 3% qui va vers l'apprentissage. Et vous me direz, où vont les autres? Aux grandes écoles? C'est utile. Mais enfin, si on fait une taxe d'apprentissage, ce n'est pas pour que 3% de la taxe aille à l'apprentissage. Alors, chaque entreprise va mettre sa taxe. Alors, si le chef d'entreprise a fait sa vie scolaire dans une grande école, il va lui donner sa taxe d'apprentissage. Mais ce n'est pas ce qu'a voulu le législateur. Donc, vous avez parfaitement raison. Deuxième élément, dans le grand emprunt, nous avons prévu 250 millions d'euros pour la création de nouvelles places de CFA. Car naturellement, de nouveaux apprentis, c'est plus de places en CFA qui sont les centres de formation des apprentis. 250 millions d'euros pour cela. Alors, j'ajoute, avant de donner la parole à Nadine et puis à Luc, que pour développer l'apprentissage, je crois qu'il faut qu'on habitue les jeunes à l'apprentissage avant. J'ai parlé du bac pro en 3 ans au lieu de 4. Je voudrais que Luc Châtel réfléchisse à ce que sur ces 3 années, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une année en apprentissage? Vous voyez, monsieur Galvez, la logique, c'est plus tôt on est confronté à cette alternance vie en entreprise, vie au lycée, plus tôt on développe le bon réflexe. Deuxièmement, je ne pense pas que l'apprentissage soit simplement une affaire de communication. Quand vous dites aux parents, bon, si votre enfant reste en voie générale, il pourra monter jusqu'à ingénieur, et si votre enfant prend la voie apprentissage, il s'arrêtera au BTS, franchement, les parents ne sont pas sots, ils ont compris qu'on proposait à leurs enfants la voie de l'échec. Nous avons changé ça. Maintenant, on peut arriver, par une formation d'apprenti ou professionnel, au même niveau de diplôme. Troisièmement, Madame Colter le disait tout à l'heure, je suis heureux de l'ouverture de l'enseignement professionnel à l'apprentissage. Les chiffres sont spectaculaires. 80 000 apprentis dans l'enseignement supérieur en 2008, 110 000 l'année dernière. Et je veux m'inscrire contre une idée fausse. Alors, il y a M. Galvez et puis il y a Franck Provost, qui est l'exemple même de l'entrepreneur passé par l'apprentissage, qui a maintenant des milliers de salariés. Et puis, la coiffure, c'est un apprenti sur 2. Mais on peut être apprenti dans la banque. On peut être apprenti à la mairie de Nice, cher Éric Ciotti, au Conseil général. L'apprentissage, ce n'est pas simplement le métier manuel. L'apprentissage, c'est le transfert de connaissances, de savoir-faire entre un salarié plus âgé et un futur salarié plus jeune. C'est ça l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va apprendre, non pas du professeur dans la classe, on va apprendre de l'acteur sur son lieu de travail, qui va transmettre directement son savoir-faire. Donc, en Allemagne, il y a autant d'apprentis dans les métiers manuels que dans les services. C'est une spécificité détestable française que le retard dans l'apprentissage. Donc, les réserves pour atteindre les 800 000 apprentis ne sont pas tant dans la coiffure, dans la restauration, dans les services à la personne,
que dans les secteurs économiques qui ne font jamais appel aux apprentis et qui représentent l'assurance, que sais-je encore, un potentiel fantastique de formation et d'emploi. Enfin, dernier point. Savez-vous qu'il a fallu attendre Laurent Wauquiez et Luc Châtel pour que le statut d'un jeune apprenti et d'un jeune étudiant soit le même? Là encore, là, il y avait matière à manifester. C'est-à-dire que dans un restaurant universitaire, le jeune étudiant avait un prix et le jeune apprenti avait un autre prix plus cher, plus élevé. Est-ce que vous vous rendez compte de l'injustice, n'est-ce pas, Madame Kotler? Nous avons veillé à ce que désormais le statut de l'apprenti et le statut de l'étudiant soient le même. Mais quand vous pensez qu'il a fallu attendre l'année dernière pour qu'il y ait cette égalité, alors on peut faire toutes les belles affiches sur « devenez apprenti », l'apprentissage c'est la voie de la réussite, et puis quand le jeune était en apprentissage, en enseignement supérieur, qu'il allait au Crous pour le restaurant universitaire, on lui disait « Ah, excusez-moi, vous n'y avez pas le droit ». Ou si vous avez le droit, il faut payer plus cher. C'est ça la conception de l'égalité? Ben, ce n'est pas la mienne. Et j'en viens à cela. Vous savez, la difficulté de gérer un pays, c'est que tout le monde pense qu'il est moins bien traité que le voisin. Puis il y a les ministres, le Premier ministre, le chef de l'État qui doivent arbitrer. Et en général, on a souvent arbitré en fonction de la capacité de nuisance de celui qui demandait. Enfin, ça vous rappelle des souvenirs? Oui, moi aussi. Bon. Et moi, j'ai voulu que le gouvernement arbitre en fonction de la douleur, des problèmes, des difficultés de celui qui demande. Les handicapés peuvent manifester pour la solidarité, parce que ça leur est tombé dessus. Ils y sont pour rien, ça peut arriver à tout le monde. Les ouvriers, les salariés d'entreprises qu'on délocalise dans la crise et qui se voient mettre au chômage partiel, tout d'un coup, avec 30 ou 40% de salaire en moins. Oui, ils ont le droit à la solidarité. Je ne dis pas que quand on a la chance d'avoir un statut, on n'a pas de problème. C'est très difficile d'être enseignant. C'est très difficile d'être fonctionnaire. Je dis simplement que quand la crise frappe, et elle frappe, et qu'on est sous statut, crise ou pas crise, on a sa rémunération garantie. Quand on est ouvrier, quand on est salarié d'une entreprise qui perd la moitié de son chiffre d'affaires, à ce moment-là, on perd soi-même la moitié de son salaire. Et notre devoir de gouvernant, c'est de donner davantage à ceux qui ont plus de handicap que les autres, pas à ceux qui sont plus protégés que les autres. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont protégés, on doit leur reprocher d'être protégés. Mon Dieu, non. Ça veut dire qu'il y a des manifestations et des demandes qui sont plus légitimes que d'autres. Et que le rôle de l'homme d'État, c'est de dire non quand il faut dire non. C'est trop facile. Voilà. Eh bien, cette affaire de jeunes apprentis et de jeunes étudiants, ça me choquait depuis des années que leurs statuts ne soient pas les mêmes. Après, comment voulez-vous, après, croire le discours des adultes sur les deux filières d'excellence si on n'est pas traité de la même façon? Ce sont des petites choses, mais elles sont essentielles pour la crédibilité de notre discours. Mais je voudrais que, s'il le veut bien, Luc Châtel dise un mot des décrocheurs, parce qu'il va prendre des décisions extrêmement importantes, et que Nadine parle de l'exonération totale des charges sociales depuis le 1er mars pour toute entreprise de moins de 250 salariés qui embauche un apprenti, zéro charge sociale. Luc. Non, Monsieur le Président, simplement, la lutte contre le décrochage scolaire est sans doute un bon exemple de très bonne coopération entre l'Éducation nationale et les CFA, la formation professionnelle, l'apprentissage. Vous savez que nous ne savions pas précisément combien de jeunes quittaient le système éducatif chaque année sans qualification. Ils étaient inscrits dans nos lycées au mois de juin, nous ne les retrouvions plus au mois de septembre, et ils étaient en quelque sorte perdus de vue. Nous venons de mettre au point un outil
informatique de connexion de nos informations entre l'éducation nationale, l'enseignement agricole, les centres d'apprentis, les missions locales. Et donc dorénavant, nous savons précisément qui sont ceux qui nous ont quittés et ce qu'ils sont devenus. Donc à la fin du mois d'octobre, j'aurai la liste, département par département, des 120 à 150 000 jeunes qui nous ont quittés entre le mois de juin et le mois de septembre. Et grâce à cela, nous allons pouvoir apporter, ce sera le rôle des préfets dans chaque département, sur 400 bassins de vie, d'apporter une solution personnalisée, une réponse pour chacun, pour faire en sorte que ces jeunes on leur trouve une solution, fasse en sorte qu'ils retrouvent une formation, un emploi, une qualification, une insertion, parce qu'il y a un gâchis considérable avec le décrochage scolaire. 120 à 150 000 jeunes qui nous quittent chaque année, c'est évidemment une détresse sociale, mais c'est aussi quelque part un problème de compétitivité pour notre économie. Mais vous vous rendez compte que pour que le ministre arrive à faire un recensement des décrocheurs, il a fallu engager une bataille incroyable pour faire changer les mentalités. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a plus de 100 000 jeunes qui disparaissaient des écrans radars de l'éducation nationale et des formations qualifiantes? Et personne ne savait où ils étaient passés, puisque l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans et un certain nombre de dispositifs commencent à 18 ans. Donc, entre 16 ans et 18 ans, cher Éric Ciotti, ils disparaissaient du radar. Comment voulez-vous que nous aidions des jeunes en perdition? Est-ce que vous pensez que c'est normal, entre 16 et 18 ans, de n'être ni à l'école, ni en formation? Est-ce qu'on prépare sa vie comme ça? Ah, ça promet quoi? Ça promet pendant 2 ans dans la rue, sans rien avoir à faire. Ah, on est sûr que ça, on prépare un bel avenir. Eh bien, grâce à ce qu'a décidé le ministre, tout jeune qui sort de l'école et qui n'est pas en centre de formation, en apprentissage ou en qualification, sera repéré, identifié et on lui proposera une formule adaptée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du changement culturel colossal. Qu'on ne vienne pas me dire que ça coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est de sacrifier 120 000 jeunes qui décrochent chaque année sans aucune perspective. Là est le gâchis. Là est le gouffre financier d'avoir des jeunes qui peut-être, ils s'en sortiront quand ils se récupéreront, mais qui pendant 2 ans prendront des habitudes détestables. Je crois que c'était très important que le ministre puisse dire que ce dispositif se met en place maintenant. Nadine. Oui, bonjour à tous. C'est vrai, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, notre priorité, notre devoir, je dirais, c'est de nous occuper de 100% des jeunes. Et pour cela, au-delà de la politique que nous menons en cohérence, évidemment, avec Luc Châtel et Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez au niveau de l'université, nous avons pris des mesures pour mettre en adéquation les jeunes et le monde de l'entreprise. Donc, nous avons décidé de mettre en place le dispositif zéro charge pour toute entreprise qui va embaucher un apprenti pour les entreprises de moins de 250 salariés. Mais nous avons décidé de vous aider encore plus et vous simplifier la vie. Nous avons mis en œuvre le portail de l'alternance. Parce que très souvent, vous entendez des jeunes qui disent « Nous avons trouvé une formation, mais nous ne trouvons pas l'entreprise ». Le portail de l'alternance, directement en ligne, vous avez 32 000 offres qui permettent à des jeunes de pouvoir trouver une entreprise. Et pour les chefs d'entreprise, de calculer en ligne, en direct, le coût du contrat d'apprentissage. Dès le mois prochain, les entreprises pourront télécharger donc de manière dématérialisée les contrats d'apprentissage, tout cela également pour simplifier vos démarches et vous aider à recruter des apprentis. Monsieur le Président, vous parliez tout à l'heure de l'enveloppe projet d'avenir sur les 250 millions d'euros destinés à améliorer notre outil de formation, nos CFA innovants, parce que c'est là où nous devons mettre les moyens pour permettre à nos jeunes d'être bien formés. Mais vous avez souhaité que nous allions plus loin. Parce que la réalité aussi, c'est que beaucoup de jeunes qui peuvent choisir une formation ne trouvent pas d'hébergement adéquat.
Et donc 250 millions supplémentaires seront consacrés à la création de 25 000 places d'hébergement. C'est donc une enveloppe globale de 500 millions d'euros à travers le projet d'avenir qui est consacré pour l'apprentissage et pour nos jeunes. J'ajoute qu'on parle souvent de moyens et de priorités. Le président de la République nous a fixé une priorité, c'est d'arriver à 800 000 alternants d'ici à 2015. Nous sommes en train de signer en ce moment nos contrats d'objectifs et de moyens avec les régions, sur une règle simple, mais importante. Face à 1 euro engagé de l'État, les régions doivent signer avec 1 euro en face. Eh bien, nous avons déjà signé avec 13 régions et l'État engage pour 5 ans 1,7 milliard d'euros pour la formation de nos jeunes en apprentissage et en alternance. Vendredi, nous signerons le contrat d'objectifs et de moyens avec la région PACA sur un budget de 102 millions d'euros. C'est une augmentation de 82% par rapport au contrat d'objectifs et de moyens précédent, avec une augmentation de 23% du nombre d'apprentis dans cette région. Donc vous voyez que nous sommes vraiment en train de mettre en place une politique très ambitieuse de développement de l'alternance dans notre pays, parce que nous savons, vous l'avez rappelé tous autour de la table, que le développement de l'alternance permet aux jeunes d'entrer beaucoup plus facilement sur le marché de l'emploi. Et Madame Kotler le rappelait tout à l'heure, l'exemple de l'Allemagne est significatif à cet égard, mais eux, ça fait des décennies qu'ils pratiquent ce qu'on appelle la formation duale. J'ajoute que la carte des métiers dont vient de parler le président de la République, qui donne aux jeunes en apprentissage la possibilité d'accéder au Resto U, au logement étudiant, mais également au milieu culturel, fait que nous avons vraiment engagé une démarche de revalorisation de l'apprentissage, et c'est extrêmement important. Donc nous allons continuer ensemble, parce que l'alternance doit se développer tant dans l'enseignement supérieur et dans tous les métiers. Il faut en finir à faire croire à nos jeunes qu'ils ont un avenir sans issue sur 5 ans avec des emplois précaires. La vraie réalité de l'emploi des jeunes, c'est sur le secteur marchand et dans l'entreprise. En tous les cas, telle est la politique que nous menons dans le gouvernement sous l'autorité du président de la République. Merci Nadine. Je voudrais, avant de vous quitter, vous dire 2 choses encore. La première, monsieur le maire de Nice, c'est que le Premier ministre a signé ce matin même le décret portant création de la métropole Nice-Côte d'Azur, qui sera donc la première métropole de France. Soyez-en félicités, de même que tous les élus qui y participent. Je crois que c'est effectivement important, mais enfin, vous êtes les premiers. Vous avez su mettre de côté vos rivalités, les rivalités qui existent dans toutes les régions, départements, pour créer cette métropole. C'est chose faite. La deuxième chose que je voulais vous dire, mes chers compatriotes, le monde et l'Europe traversent une crise financière sans précédent. Cette crise va nous amener à prendre dans les jours qui viennent des décisions importantes, très importantes. Le choix qu'a fait la France de l'Europe sur le fonds de réconciliation franco-allemande est un choix que nul ne doit remettre en cause. La France seule ne résistera pas. Notre continent, je veux dire le continent européen, a été le continent qui a connu les affrontements guerriers les plus barbares, les plus meurtriers du monde. Ce n'était pas au Moyen-Âge, c'était au XXe siècle. À 2 reprises au XXe siècle. Nous sommes au début du XXIe siècle. Je ne laisserai jamais détruire ce patrimoine européen qui nous a été transmis par la sagesse de nos anciens qui, sur la guerre, ont su construire la réconciliation. Il faut bien comprendre cela. L'Europe, c'est la plus belle construction humaine au service de la paix jamais inventée par des êtres humains.
Il n'y a pas un endroit dans le monde où on a réussi à construire une alliance aussi intégrée entre des pays aussi différents qui partagent le même continent pour installer la paix. Je ne laisserai pas détruire ce patrimoine. Et au cœur de ce patrimoine, il y a la monnaie dont nous nous sommes dotés à 17. Que les choses soient claires entre nous. L'euro, c'est le cœur de la construction européenne. Laisser détruire l'euro, c'est prendre le risque de détruire l'Europe. C'est l'isolement de la France. Ce sont des choix extraordinairement lourds. Ce ne sont pas des choix d'opportunité, ce sont des choix de conviction. Et ceux qui détruiront l'Europe et l'euro porteront la responsabilité de la résurgence de conflits et d'oppositions sur notre continent. C'est donc un enjeu absolument national. Nous ne sommes pas dans une crise économique, nous sommes dans une crise financière fondée sur un endettement et des dépenses trop importantes des pays dits développés, dont les pays européens. Il n'y a pas de choix. Pendant des années, ces pays ont trop dépensé, se sont trop endettés, et il est venu largement le temps de réduire nos dépenses et de mettre en œuvre les réformes qui permettent de rééquilibrer nos budgets. Vous savez, ce que je vous dis, ce n'est pas des paroles en l'air. Je vous demande de regarder ce qui se passe de l'autre côté de nos frontières chez nos voisins. Ce qui se passe, pas ce qui pourrait se passer. Ceux qui ont trop dépensé, qui n'ont pas fait les réformes que je vous ai demandé, mes chers compatriotes, d'accepter, dont la réforme des retraites. Regardez ce qui se passe en Espagne, en Grèce, au Portugal, en Irlande. Les salaires diminuent, les retraites diminuent. Ces pays se battent pour conserver leur indépendance. Voilà ce qui arrive à des pays qui ne font pas les choix courageux, parce qu'ils sont douloureux, qu'il faut faire au moment où on doit les faire. Quand on a laissé croire aux Français qu'on pouvait passer de la retraite à 65 ans à la retraite à 60 ans, on a préparé le désastre de l'équilibre financier de nos régimes de retraite. C'est la vérité que de le dire. Et après le désastre, il faut réparer les conséquences du désastre. C'est pourquoi j'ai voulu la réforme des retraites. C'est jamais facile à accepter. 2 ans de travail en plus. Mais je préfère votre mauvaise humeur, parce que la vie s'allongeant, on va travailler plus longtemps, que votre colère devant la faillite de régimes de retraite basés sur la solidarité. On ne peut pas faire reposer sur nos enfants le prix de la lâcheté de notre génération. Cette lâcheté nous est interdite. Réduire nos dépenses, réformer ce qui a besoin de l'être, investir dans la formation et dans l'innovation, c'est comme cela qu'on protégera la France et les Français. En France, on n'a pas eu de baisse de salaire, on n'a pas eu de baisse des pensions de retraite. Je ne parle pas des ouvriers et des salariés exposés aux délocalisations, j'en ai parlé tout à l'heure. Et cela, on ne l'a pas eu parce que nous avons fait les réformes et pris les décisions quand il fallait les prendre. Et ceux qui ne me croiraient pas, je les engage à voir de l'autre côté de nos frontières ce qui se passe chez nos voisins. Je vais vous dire une chose, jamais je n'accepterai que la France soit dans la situation de dépendance dans laquelle se trouvent aujourd'hui un certain nombre de pays
dont les hommes politiques n'ont pas eu, au moment où il le fallait, le courage d'assumer et de prendre les décisions qu'ils auraient dû prendre. Je vous remercie.